Une doula, c'est une femme qui accompagne une autre femme, un couple, en désir d'enfant, ou pendant leur grossesse, ou après la naissance de leur enfant, ou dans tout autre événement, des fois moins heureux, du chemin de devenir parent, que ce soit en préconceptionnel ou après la naissance d'un bébé, par exemple. Et le plus important, c'est un accompagnement entièrement non médical. Là, en grec, ça vient du mot servante. Michel Audin, quand il a remis le mot doula au bout du jour, là, ces 10-15 dernières années, déjà c'était pour un mot qui passe partout dans tous les pays du monde, c'est pour ça que c'est ce mot-là qui était repris, qui vient du grec, donc servante. Et en fait, la doula, c'est qui dans l'univers de la femme qui accouche, c'est une des femmes qui était autour donc de la femme qui accouche. Et c'est pour ça qu'on a repris ce mot de doula, qui veut dire servante, du coup, au service de la femme qui accouche. Et c'est finalement, on parlait du métier, c'est un métier qui existe depuis toujours. Je m'appelle Élodie Cussig, donc je suis doula sur la région lyonnaise et partout dans le monde où les femmes ont envie d'être accompagnées par moi. Je suis doula holistique et doula large spectre. Donc j'accompagne les familles, les couples, les femmes de la période préconceptionnelle au postnatal. Et donc ça c'est la partie doula. Et puis depuis cette année, en 2021, je suis également transmettrice. Je suis la créatrice de l'école Doula des Lunes. Donc c'est une formation longue de 13 mois c'est une formation de base qui permet de devenir doula. Alors donc, je suis Amélie Dumont, je suis à Besançon en Franche-Comté et je suis accompagnante des femmes. J'ai suivi une formation de naturopathie et petit à petit j'ai rajouté plein d'outils dans mon sac et je suis aussi doula et du coup ça m'amène à accompagner les femmes de plein de manières. Alors du coup moi je suis Aurélie Gonfaux, je suis designer, fondatrice de Mon Arbre pour la Vie et bientôt doula de la fertilité. Donc pour accompagner toutes les femmes et les couples qui sont en désir d'enfant depuis longtemps et qui passent notamment par un parcours de PMA, donc procréation médicale assistée. Alors donc moi je suis doula, ça veut dire que j'accompagne les couples, donc les partenaires, les mères, pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Et du coup je suis là vraiment pour les aider dans leur démarche, dans leur questionnement. C'est vraiment l'aspect plutôt psychologique et de soutien que les doulas font en fait. Ouais. Alors je suis Laetitia, j'habite à l'île Bouchard, aujourd'hui c'est en Touraine. Donc moi j'ai voulu faire ce métier et exercer comme doula pour accompagner les femmes, pour accompagner les couples, les familles et accompagner plus spécifiquement sur l'accompagnement quand il y a la question du deuil qui se présente. Alors quand on parle du deuil dans l'accompagnement, c'est très large. Mais ce que je vais considérer, c'est plusieurs situations. C'est déjà le fait que quand on devient parent, on passe d'un état de vie à un autre. Donc il y a un deuil à faire. Ça peut être aussi le deuil d'un parent qui s'est fait avant, après, pendant. Ça peut être aussi le deuil d'un enfant qui s'est fait avant, après, un deuil périnatal en particulier. Ma pratique de doula, elle apporte du sens à ma vie, ça c'est sûr. C'est une reconversion professionnelle. Je suis devenue doula après mon chemin de grossesse et la naissance de mon premier garçon, qui a aujourd'hui 5 ans. Et c'est vraiment, je suis devenue doula pour trouver du sens à ce que j'avais vécu. Et aujourd'hui, je suis doula pour donner du sens à ma vie et accompagner avec le plus de justesse possible les parents qui me font confiance et qui ont envie, eux aussi, de trouver du sens dans leur cheminement du devenir parent. Par rapport au couple, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, c'est hyper important de se sentir solide dans ce qu'on vit
et de se sentir reconnu dans ce qu'on vit, de se sentir légitime dans ce qu'on vit. Et malheureusement, le monde médical actuel n'est pas toujours aidant là-dessus. Et d'avoir à côté de soi quelqu'un qui vous dit ouais, ce que tu penses et ce que tu ressens, t'es juste dans tes émotions, et ça c'est important. Donc voilà, vraiment cette question de la légitimité de ce qu'on vit et de pouvoir s'exprimer dans ses émotions, de pouvoir avancer dans ses émotions et de pouvoir être entendu là-dessus. J'ai à cœur d'accompagner les femmes à tous les âges de la vie. Et ce qui lie un petit peu tout ce que je fais, c'est que j'ai vraiment à cœur que les femmes arrivent à nouveau à se relier à elles-mêmes et à se relier aux autres femmes. J'ai beaucoup de mes clientes qui trouvent difficile qu'aujourd'hui il y ait beaucoup moins de solidarité féminine, beaucoup moins de transmission aussi de femme à femme. Et c'est un petit peu tout ça que j'essaie de retransmettre aujourd'hui. Donc ça prend plein de formes différentes. Ça peut prendre la forme d'accompagner les femmes sur le chemin de la santé naturelle féminine, donc en redécouvrant notre corps, en redécouvrant comment avoir une vie qui se rapproche le plus du naturel, et en redécouvrant aussi plein d'outils qui ont été perdus de manière ancestrale, qu'on utilise de moins en moins, les redécouvrir et les utiliser par rapport à tous les troubles qu'on a aujourd'hui, et accompagner les femmes autant sur des projets personnels que dans leur vie quotidienne, sur le chemin de la grossesse aussi, que ce soit en préconception, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, en postpartum, et puis bien après encore. Et voilà, ça me tient à cœur. Ce que j'ai envie d'apporter en tout cas, c'est vraiment ce côté avec plus de liens, retrouver une connaissance de soi et une connaissance du fonctionnement naturel des choses. Et arriver par ce biais-là, par le fait de redevenir autonome et de se connaître soi, d'arriver du coup à retrouver notre puissance intérieure, à se sentir plus en confiance pour vraiment réaliser tout ce qu'on souhaite en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle posture tu vas avoir en tant que doula vis-à-vis de ces couples en parcours de PMA? Oui. Alors effectivement, moi ce qui me tenait à cœur, c'est vraiment d'être doula de la fertilité, donc d'intervenir avant la grossesse et avant le postpartum évidemment, pour tout ce que moi je détermine en tant que trimestre 0, parce qu'on parle du trimestre 1, 2, 3 de la grossesse et du 4e trimestre le postpartum. Mais à mon sens, dès qu'il y a un désir d'enfant qui dure longtemps, il peut y avoir besoin d'un accompagnement parce que ça remet en question beaucoup de choses de sa vie, on se pose énormément de questions et il y a un parcours médical, s'il est là, qui n'est pas évident à vivre. Et moi, mon souhait en tant que doula de la fertilité, c'est d'être là pour écouter ces femmes et ces couples qui du coup ont des difficultés à vivre sereinement ce désir d'enfant. En tant que doula de la fertilité, c'est pareil, du coup j'accompagne sur le avant, donc la période préconceptionnelle, jusqu'au premier trimestre de grossesse, parce qu'on estime que le premier trimestre de grossesse n'est pas forcément évident à vivre. Déjà de base, il peut être compliqué, mais d'autant plus dans un parcours compliqué et long, parce qu'on se pose encore beaucoup de questions, on a énormément peur de perdre son bébé. Donc si j'ai fait un suivi de doula avant, il peut être utile de continuer jusqu'à cette première échographie. Et ensuite, je laisse la femme s'envoler, soit seule, soit dans les mains d'une autre doula qui elle sera spécialisée grossesse et postpartum. Super, merci. Super important pour moi de développer une pratique de doula amie des sages-femmes. C'est comme ça que j'aime l'expliquer. Ma posture, mon ouverture aux sages-femmes, elle est vraiment dans cette couleur de la bienveillance, de l'accueil de l'autre, et puis d'être à ma juste place aussi, d'ouverture, de compréhension et d'accueil de leurs pratiques, de leurs besoins, de leurs protocoles, de leur profession,
Et puis j'espère en retour avoir aussi une certaine compréhension de leur part de ma pratique, de la nécessité de ma posture et du fait qu'on peut aussi cohabiter sans qu'il y ait de problématiques de positionnement, tout simplement. Donc c'est vraiment primordial pour une doula, ou en tout cas pour moi, ça l'est vraiment d'être amie des sages-femmes. Et du coup, la plupart de tes rencontres, elles se font de cette manière-là? Tu as... Non. Non. Ça, c'est ta grande envie, ça, du coup. Ça, c'est moi ce que je transmets. C'est super important pour moi de transmettre ce positionnement, cet ancrage, cette justesse, que je ne suis jamais en guerre avec les sages-femmes. Je suis vraiment dans une ouverture, je suis là, je suis dans ma juste place, dans ma juste posture. Et je ne suis pas là pour les remplacer, je ne suis pas là pour leur faire de l'ombre, je ne suis pas là pour les mettre dans des situations délicates ou inconfortables. Elles le ressentent comme ça, elles? J'espère qu'elles le ressentent comme ça. Et la plupart du temps, quand même, l'accueil est positif, même si il est cordial ou il est froid. Au moins, ça s'arrête là. Mais j'ai eu des aventures un petit peu plus électriques, on peut dire, avec des sages-femmes, où là, ma posture, mon rôle était pas du tout compris. Il y avait beaucoup de peur, en fait, beaucoup de peur, et dû notamment à la méconnaissance de qui on est, de qui je suis, de comment je travaille, pour qui je travaille, quel est mon rôle, et surtout ce que je sais pas faire, ce que je ne peux pas faire et ce que je ne veux pas faire. Elle apporte un soutien que les sages-femmes malheureusement ne peuvent plus apporter parce que leur travail il est devenu quelque chose de trop chiffré, en tout cas à l'hôpital. Et du coup, les doulas, elles sont là pour pouvoir accompagner les mères et les partenaires de manière vraiment à ce qu'ils puissent profiter pleinement de leur grossesse et poser toutes les questions qu'ils ont envie et avoir toutes les cartes en main le jour de l'accouchement. C'est quelque chose... Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression, en étant doula, de mettre une pierre à l'édifice pour la génération de demain, en fait. Et moi, alors ça, ce que je vais dire, c'est complètement personnel, mais je pense que c'est en France un métier qui ne devrait pas exister. Parce que c'est le boulot des sages-femmes. Et la doula, qu'est-ce qu'elle fait, la doula? La doula, c'est 80% de l'information aux familles. C'est un accompagnement empathique, c'est un apport de connaissances suivant qui elle est, d'où elle vient et ce qu'elle fait. Ça peut être sur l'allaitement, ça peut être sur le portage, ça peut être sur un accompagnement plus empathique. Enfin voilà, c'est très divers, mais sur l'accompagnement empathique et de l'accompagnement du couple en particulier, prendre le temps de connaître le couple, de connaître son parcours, qui il est, d'où ils viennent. D'avoir cette bonne connaissance de la maman, du couple et de la famille qui permet ensuite de bien vivre l'accouchement parce qu'on connaît les gens, que c'est pas juste un numéro de dossier. Ça, c'est pour moi, c'est le boulot de la sage-femme. Aujourd'hui, la sage-femme, en milieu hospitalier surtout, on leur demande quoi? On leur dit il y a 7 ou 8 accouchements en même temps, débrouillez-vous pour que ça se passe bien et qu'au final, il n'y ait pas de mort. Je te grossis le truc, hein. Mais je pense que le problème d'aujourd'hui, il est là pour les sages-femmes. Et pourquoi ce métier de doula a émergé en France? Parce que les sages-femmes, elles n'ont plus le temps de prendre le temps avec les couples qu'elles accompagnent en milieu hospitalier. Alors je parle vraiment du milieu hospitalier parce que les sages-femmes libérales ont plus de temps et ont plus le temps de prendre ce temps de qualité avec les couples. Mais qui est-ce qui s'occupe des couples quand elles arrivent pour accoucher? C'est les sages-femmes hospitalières, hein. C'est pas le gynécologue il arrive quand il faut couper, quand il faut suturer. Là, le gynécologue, il intervient à ce moment-là. Le gros du travail pour l'accouchement, ça va être pour les sages-femmes. Et les sages-femmes, on leur donne de plus en plus de responsabilités, on leur demande de plus en plus de choses, on leur demande de faire de plus en plus de dossiers. Et donc du coup, cette relation humaine, elles ont de moins en moins de temps pour ça. Tout à l'heure, tu m'expliquais que durant ta grossesse, tu t'étais auto-accompagnée à travers ta pratique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, s'il te plaît? Alors, je me suis accompagnée déjà de façon générale.
dans mon ressenti corporel, en fait, je suis très sensible au ressenti corporel, le mien y compris ceux des autres. Donc du coup, j'ai été très attentive aux signes de mon corps pour pouvoir savoir ce qui était juste pour moi pendant ma grossesse. Il se trouve que le voyage médical qu'on vit en tant que femme enceinte est très intrusif de façon générale. Tout est fait pour beaucoup nous déresponsabiliser, je trouve, de ce moment-là, en fait. Et c'est souvent très anxiogène médicalement. Il y a beaucoup de trucs, de tests, d'examens, etc. Parfois, c'est très utile de les faire. Je ne remets pas ça forcément en question. Ce qui me gêne, c'est que ça soit vu que par l'optique très médicale. Et ma perception, avec ma pratique en tout cas, c'est aussi de pouvoir être plus juste dans ce qui était juste pour moi, dans ce que je voulais subir, ce que je voulais pas subir, ce qui était bon pour moi dans mon rythme, ce qui était bon pour mon enfant. Et ça a été très important pour moi pendant ma grossesse. On n'est pas la même doula avec tous les parents, parce que les parents, ils n'ont pas tous besoin des mêmes choses. Donc certains parents vont plus avoir besoin vraiment d'aide pour trouver des petites choses comme quelqu'un qui fait de la pneumonie, quelqu'un qui fait du chant périnatal, enfin voilà, ce genre de choses. Et d'autres parents vont vraiment juste avoir besoin de pouvoir être ensemble et discuter de la grossesse et de l'accouchement ensemble. Et du coup, la doula, elle est là pour leur apporter ce temps de présence pour revenir du coup à la grossesse, à l'accouchement et à leur enfant. Doula, c'est un service à la personne, c'est une rencontre d'humain à humain, donc sur ce plan-là, je dirais que ça apporte considérablement parce qu'on va rentrer dans l'intimité d'une personne et l'idée, ça va être d'aller jusque dans son intimité la plus profonde. Quand on accouche, on est à nu au sens physique et ça va être oser se mettre à nu devant quelqu'un, mais dans tous les sens du terme. Et c'est ça qui peut être hyper fort dans une rencontre avec une femme, avec un couple, avec une famille, c'est qu'on touche à l'intime, mais dans ce qu'il y a de plus profond. Sur cette question du deuil périnatal, ce qui va être important, c'est de lever le tabou aussi. Et lever le tabou par les tentes rouges, c'est un outil qui est très intéressant parce que ça va amener la maman dans un lieu sécurisé à pouvoir parler d'elle-même, à pouvoir, et sans être prise, sans être jugée, sans être questionnée, juste déposer ce qu'elle a à déposer. Et du coup, l'outil tente rouge peut être hyper intéressant aussi là-dessus. Après, ça va être des échanges personnels. Est-ce que tu peux développer l'outil tente rouge pour les personnes qui ne connaissent pas? Alors, l'idée d'une tente rouge c'est quoi? Alors, on parle aussi de cercle de femmes, mais la tente rouge, ça va être donc une réunion de 5, 6, 7, 8 personnes, ça dépend, ça c'est la facilitatrice de la tente qui décide, mais c'est un cercle intime sur lequel il y a des règles assez précises, et notamment tout ce qui est dit dans le cadre de la tente rouge ne sort pas de la tente rouge et qui va permettre justement de pouvoir déposer un certain nombre de choses. Et après, la personne qui facilite la tente rouge, donc qui organise et facilite donc cette tente rouge, va pouvoir proposer des outils pour faciliter la parole. Alors ça peut être des cartes, donc des jeux de cartes comme l'oracle de Gaïa pour ceux qui connaissent. Voilà, ces jeux-là donc on trouve dans les différentes éditions. Ça peut être des images, ça peut être un temps de méditation, ça peut être, il y a, selon qui est la facilitatrice, ça peut être un certain nombre d'outils. Après, il y a un côté chaleur humaine aussi qui est important. On arrive avec du thé, des petits gâteaux, c'est aussi un moment d'échange chaleureux, intime, et vraiment ça concourt à ce que les personnes puissent venir vraiment exprimer ce qu'elles ont à exprimer ou pas. Les silences, c'est aussi important que la parole. Et voilà. Et sur la question du deuil, ça peut être des chouettes moments pour les gens parce que ça reste quand même vachement tabou. Voilà. Alors, les cercles de femmes, l'idée c'est de se retrouver entre femmes, en tout cas entre personnes qui se sentent femmes, c'est pas fermé. Il existe aussi des cercles d'hommes ou des cercles mixtes. L'intérêt de faire des cercles de femmes, c'est que pour beaucoup de femmes encore, c'est très difficile d'avoir des temps de qualité d'écoute et de partage entre
êtres humains simplement. Et du coup entre femmes ça peut se faire un peu plus facilement, il y a beaucoup de femmes qui ont des difficultés à se sentir légitimes ou à s'ouvrir devant des hommes. Et ce que je fais le plus c'est des tentes rouges, c'est un cadre de salle de femmes bien spécifique qu'on retrouve un petit peu partout en France. Le cadre est toujours le même, c'est ça qui est rassurant. Le principe sur les tentes rouges c'est vraiment axé sur la libération par la parole. On va dire que c'est des échanges, mais en même temps c'est pas des échanges parce que personne ne va réellement répondre à ce qu'on dit. Le principe c'est qu'on se retrouve entre femmes, en général en petits groupes, ça va être moins de 10 personnes, et souvent il va y avoir des grands points communs entre les personnes ou pas, et du coup les histoires des unes vont nourrir les autres, et en fait ce qui se passe c'est que on va simplement en tant que femme déposer ce qu'on a envie de déposer aujourd'hui. Donc c'est quelque chose, le fait de déposer, qui n'est pas forcément très commun aujourd'hui, donc ça parle pas à tout le monde, mais l'idée c'est de dire ce qu'on a envie de dire sur le moment, ou d'exprimer, en tout cas c'est pas forcément par la parole non plus, mais l'idée c'est pas forcément de trop réfléchir et de livrer ce qu'on a envie de livrer. Et de le faire en sentant qu'il n'y a pas de jugement qui sera fait. Et le cadre c'est ça, c'est que les personnes qui sont présentes vont simplement nous écouter. Il n'y a pas de jugement qui sera fait. Si, en tout cas, au début, il peut y avoir des jugements, mais ils resteront muets. Et du coup, il n'y aura pas de commentaires de fait, il n'y aura pas de conseils de donner. Et c'est ça qui est important dans les tentes rouges, c'est que on peut réagir à ce que quelqu'un a dit en disant bah, moi, ça me parle, donc je vais vous raconter quelque chose, mais on repart toujours de soi, on ne va jamais commenter ce que la personne a dit. Et ça, c'est des temps vraiment qui manquent dans la vie d'aujourd'hui. C'est vraiment super rare en fait qu'on ait des temps d'échange où on n'est pas en train de réfléchir à ce qu'on va dire à la personne, à ce qu'on peut dire ou pas dire parce qu'on a peur d'être jugé. Et du coup c'est ça qu'on recrée en fait avec les tentes rouges, et ça fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup de femmes qui se libèrent en s'autorisant à parler de choses qu'elles ne peuvent pas exprimer ailleurs. Il y a des fois des femmes qui parlent de choses qu'elles n'ont jamais pu exprimer toute leur vie et qui est là depuis longtemps. Et en même temps, ça peut être très léger aussi. Ça peut être vraiment des moments où on peut parler aussi que de choses positives parfois. Enfin, il n'y a pas... En fait, on se laisse vraiment guider. Moi, je peux proposer des thèmes parfois, mais on va se laisser guider par le moment, les femmes qui sont présentes et ce qui a envie d'être partagé. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'apporter du soin aux autres femmes. Mais je me nourris aussi énormément de tous les partages que les femmes me font, de voir tous les parcours qui existent, à chaque fois comment les femmes elles s'adaptent au quotidien qui se présente à elles. Ma pratique du Chin et Tsang, c'est du Chin et Tsang intuitif, c'est-à-dire que c'est un Chin et Tsang que j'ai orienté avec ma sensibilité et ma façon d'appréhender le monde. Donc c'est très personnel. Donc le Chin et Tsang, c'est vraiment une technique qui permet de rééquilibrer normalement l'énergie des organes internes, au niveau du ventre, au niveau de tous les organes internes, c'est-à-dire aussi bien le cœur, que les reins, que l'estomac, que les intestins, bref, tous les organes internes. Et donc à l'aide de massages, de toucher, d'appui, de moxa éventuellement, des herbes chauffantes en fait, on va chauffer des points d'acupuncture en particulier. Du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu mets en lien ta pratique avec la maternité ? Alors, j'ai accompagné des femmes enceintes, j'ai accompagné des femmes qui avaient des soucis de fertilité. D'abord, on va commencer par les soucis de fertilité. Les soucis de fertilité, en général, c'est que le ventre est bloqué. Ça peut être par des tensions, des angoisses, par des deuils. Ça peut être des fausses couches, des IVG qui n'ont pas été digérées, entre guillemets. Donc du coup mon travail ça va être vraiment de toucher par le massage toutes les tensions du ventre associées à ces problématiques là, et en même temps de poser des mots pour aider la personne parfois à prendre conscience de ce qu'elle a pu ressentir, ou de pouvoir l'aider à se sentir rejointe en fait par rapport à ces expériences là, parce que souvent c'est des expériences qu'on vit à l'intérieur très fort et dont on a un peu du mal à parler en fait. Donc du coup c'est vraiment un espace précieux pour pouvoir accueillir et faire circuler toutes ces histoires-là en fait. Donc c'est ce qui va permettre ensuite de libérer le terrain et l'espace pour pouvoir accueillir du coup un enfant.
Donc ça va libérer l'espace, ça va libérer les tissus, ça va libérer du coup l'utérus, ça va permettre à l'énergie de circuler mieux, forcément. Donc émotionnellement, et dans son cœur on va être plus disponible, dans son corps on va être plus disponible, et du coup ça va pouvoir permettre d'avoir un petit nid plus neutre, plus heureux, et plus douillet en fait, pour pouvoir accueillir un petit bébé. Et du coup, tout à l'heure, tu me parlais de femmes que tu as accompagnées pendant leur grossesse, dans leur connexion à leur bébé. Est-ce que tu peux en dire un peu plus aux personnes qui regardent? Ça effectivement, j'ai accompagné quelques mamans effectivement qui étaient enceintes et qui souffraient parfois juste de reflux, parfois qui souffraient de la posture qu'avait leur bébé dans leur ventre, qui leur créait des douleurs parfois. Donc, et donc du coup, effectivement, voilà, j'ai pu accompagner personne comme ça. Et j'ai travaillé en fait à me connecter d'abord avec l'enfant qu'il y avait dans le ventre et de voir l'état émotionnel de l'enfant en développement, de voir s'il se sentait bien, s'il se sentait triste, s'il se sentait fâché, si tout allait bien pour lui, et d'aider la maman parfois à ressentir un peu l'état de l'enfant, de son enfant en fait, tout simplement, parce que j'ai pu observer que de nombreuses fois après une fausse couche par exemple ou une IVG, enfin en général c'est après les fausses couches, souvent les mamans ont peur de perdre leur enfant, et du coup de nouveau, et du coup se coupent du lien affectif ou du lien émotionnel avec leur bébé en développement, et ne vont pas oser ressentir leur enfant pleinement à l'intérieur d'elles pendant leur grossesse, ce qui va générer une distance en fait intérieure entre elles et leur propre enfant pendant toute la grossesse parfois. Et c'est inconfortable pour elles, c'est inconfortable pour leur enfant, et c'est attristant, et je pense que ça contribue à faire qu'à l'accouchement il puisse y avoir des dépressions postpartum, il puisse y avoir des soucis avec l'enfant qui peuvent peut-être pleurer beaucoup, parce qu'il y a eu un problème de connexion à ce moment-là en fait. Donc mon travail, c'est d'aider à reconnecter la maman à son bébé et de faire en sorte qu'ils se sentent en paix tous les deux en fait. Donc ça passe parfois par un accueil des émotions différentes qu'il peut y avoir. Parce que parfois la maman peut avoir un double élan, à la fois d'amour infini et profond pour son enfant, à la fois il peut avoir de la colère, parce qu'il lui fait mal, parce qu'il peut l'empêcher de faire des choses, parce qu'il n'est pas comme il avait prévu, parce que c'est pas arrivé au bon moment, enfin bref, il y a toujours plein de bonnes raisons. Et donc du coup, cette colère, elle cohabite avec en même temps le plaisir, le plaisir en tout cas, l'envie que cet enfant naisse. Et du coup, c'est très inconfortable, et pour la mère et pour l'enfant. Donc du coup, pour moi, c'est d'aider à faire un peu du ménage là-dedans, et de faire en sorte que ce soit plus confortable pour tout le monde. Autour du deuil, quel qu'il soit, le problème c'est le tabou, c'est que quand les gens vont vivre un deuil, ils vont se dire je peux pas en parler parce qu'on est dans une société aujourd'hui dans laquelle on guérit de tout. On guérit de tout, on a des médicaments pour tout, on vaccine pour tout, et du coup on peut pas mourir. Comme on a des médicaments pour tout, on peut pas mourir, et quand on parle de la mort, tout de suite c'est tabou parce que ça ramène au fait que on peut pas lutter contre la mort. Donc quand on aborde ce sujet de la mort, c'est quelque part le tabou le plus grand de la société. Voilà, et donc du coup, les gens qui sont touchés par un deuil ont des difficultés là-dessus à en parler. Ce qui était très important aussi, c'est qu'à un moment donné, moi j'ai 2 petits garçons, et à l'annonce du fait que j'avais un deuxième petit garçon, j'étais déçue parce que je voulais une petite fille. Et en fait, dans ma pratique, ce que j'ai pu observer, c'est que les adultes que je suis ont souvent, il y a beaucoup d'adultes qui ont l'empreinte de la déception d'un parent du fait de leur sexe. Un parent qui attendait très fort un garçon et qui a une fille, après cette femme, quand elle va grandir, peut se sentir toujours jamais suffisante ou jamais ce qu'il faut, par exemple. Et donc moi, je contribue dans mon travail à réparer ça, en tout cas, à aider à réparer ça. Et j'étais donc très consciente de savoir quel impact ça pouvait avoir sur un enfant, en fait, cette déception. Donc il peut y avoir des petites déceptions, il peut y avoir des grosses déceptions, et c'est important d'en tenir compte. Donc du coup, j'en ai tenu compte. Et ce qui est important, c'est de savoir que ça peut être réparé ou transformé. En tout cas, cette déception, on ne peut pas la changer, parce que parfois on a des attentes, c'est normal en fonction de notre vie. Et le tout, c'est de savoir, le chemin que j'ai fait, c'est savoir pourquoi j'avais envie de cette petite fille, quels besoins ça pouvait combler chez moi, tout simplement,
qu'est-ce que j'aurais aimé vivre avec une petite fille que je ne pouvais pas vivre avec un petit garçon. Et ça m'a conduit à tout un tas de réponses intéressantes pour moi, de savoir ce que j'avais envie d'expérimenter dans le féminin, dans le fait de renouer peut-être avec quelque chose de l'enfance de ma petite fille, et de voir que je ne pouvais pas expérimenter avec un petit garçon. Et le fait de faire tout ce cheminement à l'intérieur m'a vraiment aidé à dissocier le fait que je pouvais vivre ça que par mon enfant. Et donc du coup, je me suis rendu compte que tout ça, je pouvais le vivre d'une autre façon qu'à travers une petite fille que je pouvais avoir. Je pouvais le vivre autrement en fait. Je pouvais trouver d'autres moyens, d'autres stratégies de vivre ça en fait. Et du coup, libérer mon enfant de ce poids, d'avoir à répondre à ce besoin chez moi. Et ça, c'est hyper important de savoir que c'est possible de faire ça. Et du coup, j'ai expliqué antérieurement à mon fils tout ce cheminement-là, de façon plus simple. Mais de savoir que c'était pas à lui de porter tout ça, que moi j'avais d'autres chemins pour pouvoir expérimenter ces choses-là. Et que c'était ok qu'il soit un petit garçon et que moi je me débrouillerais pour pouvoir vivre mes expériences de féminin ou de choses autrement en fait. Et ça, je pense qu'on peut le faire à tout âge, même quand on est enceinte, même après. Ça peut être posé différemment en tout cas. En tout cas, on peut toujours libérer cette information et de dire oui, j'aurais tellement aimé avoir un garçon, avoir une fille, parce que voilà ce que ça m'aurait apporté dans ma vie. Mais c'est pas ta faute, c'est pas toi un tel, c'est juste que tu représentais pour moi à ce moment-là. Et ça permet de libérer l'enfant d'un poids énorme parfois qu'on lui a mis dessus, de répondre aux attentes du parent en fait. Et ça, c'est très important de savoir que c'est possible de se libérer de ça et de libérer son enfant de ça. Et ce, un peu à n'importe quel moment de la vie, je pense. Du coup, dans tes accompagnements autour du deuil périnatal, tu utilises quels outils exactement? Et ben, alors, moi, il y a plusieurs choses que j'ai pu vivre. Avant, j'ai fait une formation en histoire de l'art, j'ai guidé dans les musées, donc j'utilise beaucoup ces outils-là, l'outil de l'image, l'outil, il m'est arrivé de faire une exposition autour du deuil périnatal, de proposer à des parents d'exposer leurs souvenirs, que ce soit des photos, que ce soit des lettres, des témoignages, dans un lieu qui était un café. Cette exposition, elle a permis de toucher à plusieurs choses. Voir la réaction des gens qui viennent dans le café, pouvoir en discuter avec eux, des gens qui ne sont pas du tout concernés par le sujet, mais qui viennent juste pour prendre un café dans le lieu, qui voient ces photos, qui voient ces lettres, et donc que ça questionne et que ça interpelle, et donc créer l'échange autour d'un sujet qui est quand même compliqué, complètement tabou, permettre aux parents d'avoir une reconnaissance de ce qu'ils vivent, permettre aux parents de sortir de chez eux, et de pouvoir exposer leur histoire, de pouvoir présenter leurs enfants, et en général, ils n'ont pas forcément d'occasion pour ça. J'ai en tête une maman qui avait fait un tableau représentant l'histoire de son fils, et c'est quelque chose, c'était assez fort pour elle. Et voilà, donc ça peut être sous cette forme-là. Ça peut être... Tu proposes aux femmes en parcours, enfin aux couples en parcours de PMA. Du coup, mon art pour la vie, j'ai créé sous cette marque-là différents produits pour soutenir émotionnellement et psychologiquement ces femmes et ce projet. Donc en termes de produits, j'ai une affiche arbre de vie avec toute la symbolique qui est liée à l'arbre, à la nature, au cycle, qui est à personnaliser selon son propre parcours et son histoire, pour se dire qu'en fait le chemin est un chemin initiatique et qui est tout aussi important entre guillemets que le résultat d'avoir un bébé. J'ai imaginé aussi des méditations avec une sophrothérapeute pour accompagner sur les étapes clés du parcours de PMA. J'ai créé des cartes étapes inspirées aussi des oracles, donc qui me permettent de transformer le regard qu'on a sur une étape qui peut être plus ou moins douloureuse du parcours. Les deux derniers produits en date sont un bijou aussi pour mettre en valeur les symboles de la vie dont on peut être fier en tant que femme, qui vont être la confiance, la gratitude, la sororité, l'intuition, la féminité, etc. Et un dernier produit qui s'appelle la clé des cœurs, qui invite les gens à s'écrire des lettres pour recréer du lien, pour
recréer du lien et puis et communiquer. Voilà. Donc il y aura peut-être d'autres produits encore. Moi en tant que designer de base, ce qui me plaît c'est d'imaginer des formes différentes pour voilà, apporter ce soutien émotionnel. Et donc à partir de septembre, j'exercerai en tant que doula de la fertilité, cette fois-ci pour accompagner de manière individuelle et en physique, on va dire, ces femmes et ces couples. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement du coup ta profession de naturopathe et comment tu la mets en lien du coup avec ton activité de doula, s'il te plaît? Ouais, ça marche. Alors mon activité de naturopathie, donc le principe c'est de recevoir les femmes et principalement les femmes, je ne reçois pas exclusivement les femmes mais presque. Et je me suis spécialisée là-dedans petit à petit, ce qui fait que je reçois plutôt des femmes qui viennent pour des problématiques de cycle ou de grossesse ou d'acné, enfin plutôt hormonales ou la plupart du temps, mais pas que. Et donc le principe en naturopathie, c'est qu'on essaie de prendre la personne dans sa globalité et on va essayer de comprendre tout ce qui se passe dans son environnement qui fait qu'aujourd'hui elle en est là où elle en est, avec les problématiques qu'elle a, et petit à petit on va mettre des choses ensemble en place. C'est vraiment pareil encore une fois un dialogue entre deux personnes pour arriver à décider de ce qui peut être mis en place à ce moment-là de la vie de la personne pour que ça lui fasse du bien et qu'elle retrouve petit à petit plus d'autonomie dans sa vie. Donc autant retrouver de l'autonomie par rapport à son corps, se sentir mieux, en meilleure vitalité et en même temps retrouver aussi de la confiance en soi. Donc en naturopathie, je vais toujours travailler sur plusieurs sphères. On travaille énormément sur l'alimentation, on travaille aussi sur toute l'hygiène de vie de la personne, donc le rythme de vie, le temps de travail, le temps de sommeil, les activités qui vont être faites, autant les loisirs que l'activité sportive, le travail, etc. On essaie d'équilibrer un petit peu tous les domaines de vie. Et puis il y a toute une part aussi qui est allouée à toute la sphère émotionnelle. Ça peut se faire par plein de pratiques différentes. Moi j'ai beaucoup d'outils qui sont venus de mes formations de santé naturelle féminine. Donc j'utilise les élixirs floraux, j'utilise les massages, les soins énergétiques, j'utilise les eulionies, les bains de vaporionie, plein d'outils très spécifiques. Et puis on utilise aussi beaucoup juste la libération par la parole. Et puis après tout ça va s'ajouter tout le travail avec les plantes du coup, mais ça rejoint un petit peu parce qu'on va les utiliser aussi, les élixirs floraux font partie des plantes par exemple, mais on a une connaissance des plantes qui permet d'utiliser quelques compléments alimentaires si besoin ou quelques tisanes, quelques préparations pour soutenir le corps et permettre que ça aille un petit peu plus vite, que ce soit moins difficile pour la personne en fait. Donc tout ça on va toujours le faire au rythme de la personne et dans le sens que la personne a besoin. Voilà. Et dans ce sens-là, du coup, c'est vraiment adapté à un accompagnement de la grossesse, tout ça, toute cette écoute du corps et toute cette écoute des différents cycles de la femme, etc. Ça se complète du coup très bien de ce que tu m'en dis. Aujourd'hui, j'ai autant mon activité naturopathie qui colore un petit peu mon activité de doula que mon activité de doula qui a petit à petit teinté mon accompagnement de naturopathie. En naturopathie, j'essaye de vraiment beaucoup plus être dans l'écoute maintenant, dans l'accompagnement, d'aller vraiment en rythme encore plus de la personne. Et du coup, dans mon activité de doula, ça va me permettre d'utiliser la naturopathie comme un soutien pour mieux vivre déjà la préconception. Tout le temps avant la conception, il y a des femmes qui ont beaucoup de difficultés aussi à tomber enceinte, mais même quand c'est pas le cas, on peut accompagner en aidant le corps à se nettoyer, en aidant les personnes à savoir vraiment vers quoi elles veulent aller, à équilibrer tout leur quotidien pour que la transition après se fasse au mieux. Et pendant la grossesse, il y a beaucoup de changements au niveau du corps, au niveau du couple, au niveau de... Ça bouleverse toute une vie. Donc la naturopathie a toute sa place à ce moment-là pour soutenir en fait.
c'est Donc, du coup, je m'exprime un petit coup à la fin de la vidéo pour que ça se termine pas trop en queue de poisson. Moi voilà, j'ai réalisé ce voyage pour essayer d'aller à la rencontre de ce métier qui m'apportait beaucoup de curiosité et sans trop d'idées précises en tête en fait au départ. Et avec beaucoup de timidité, un peu d'appréhension et quand même envie d'aller à la découverte des gens. Et j'ai découvert des personnes super sympathiques qui m'ont accueillie soit chez elles, soit dans d'autres lieux dans les villes où j'ai pu aller rencontrer ces personnes. Et je pense que du coup ce voyage il m'a aidé à concrétiser un petit peu comment je pouvais faire pour accéder à ce métier qui est quand même un petit peu atypique aujourd'hui. Les doulas que j'ai rencontrées, en fait, elles ont allié leur pratique de doula à d'autres pratiques qui leur correspondent. Donc j'ai rencontré, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, une naturopathe, une doula qui a axé son accompagnement à travers l'art. Bon, celle-ci n'a pas voulu s'exprimer sur la vidéo, mais la rencontre était très intéressante. J'ai rencontré une doula qui s'est spécialisée dans le deuil infantile, une autre doula qui est spécialisée dans l'accompagnement de la PMA, une autre dans l'accompagnement du postpartum. Et au final, toutes ces personnes, elles ont agrémenté leur pratique de doula avec des sujets qui les portent en fait et qui font qu'aujourd'hui leur métier leur correspond. Ce voyage, du coup, je pense qu'il m'a apporté plein de clés pour mon futur projet. Les personnes que j'ai rencontrées, elles ont pu m'aider sur beaucoup de plans, en me racontant leur histoire, en me racontant la création de leur projet, de leur entreprise, parfois de leur association. Niveau statut juridique, du coup, ça y est, j'ai un peu plus compris comment ça pouvait se passer tout ça. Et surtout, ce voyage, ça a été aussi l'occasion de comprendre pourquoi j'avais envie de faire ça. Parce qu'au départ, quand on me posait la question, j'arrivais pas forcément à répondre. En fait, au fur et à mesure des rencontres que j'ai faites, ma réponse se construisait. J'avais déjà une petite réponse en fait au départ, mais elle était... Je sais pas comment dire, mais en tout cas, à la fin du voyage, cette réponse s'est étoffée. Et aujourd'hui, je pense pouvoir dire que ce métier, il répond à plein d'envies que j'ai dans la vie, notamment de me rapprocher de tout ce qui est de l'ordre du corps, du primitif. Pour moi, le moment de la grossesse et de l'accouchement, c'est vraiment le moment le plus proche de ce qu'on est, en dehors de toutes ces couches que la société nous a posées dessus, que notre éducation nous a posées dessus aussi, de tous ces vêtements, etc. Enfin, je pense que le moment où on accouche, c'est un moment où on est vrai, et ça m'intrigue parce que des moments où on est vrai aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Et en fait, si je peux travailler autour de comment on est quand on est nous-mêmes au point le plus extrême, je pense que ça peut juste faire en sorte que ma profession elle soit liée à mes vrais intérêts, et j'espère en tout cas qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est possible, de se créer un métier autour de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous anime, et la grossesse, la maternité, moi c'est des sujets qui me portent, et j'espère pouvoir créer quelque chose autour de ça. Ce sont du coup des sujets qui me portent, et depuis un peu plus longtemps que ce que je pouvais penser au début du voyage. C'est-à-dire qu'au départ, je répondais que cet intérêt il était né il y a à peu près 2 ans à travers des échanges, ce qui est vrai. Cet intérêt il est revenu à ce moment-là, mais en fait il existe depuis bien plus longtemps, parce qu'en fait ma grand-mère était sage-femme. Et j'avais déjà énormément de questions étant petite sur ce phénomène que je trouvais assez dingue, c'est-à-dire d'accompagner la naissance, la naissance de la vie, c'est quand même un truc de dingue. Et je m'y étais intéressée encore un petit peu en 3e, où j'avais fait mon stage avec une sage-femme libérale. Et finalement j'avais lâché le truc au lycée parce que matière scientifique oblige, et que pour moi c'était pas envisageable. Donc en fait, je me suis rendu compte
que cette envie, elle est là depuis plus longtemps que ce que je pensais. Et j'ai vraiment envie de la nourrir. Et voilà, j'espère que ce voyage, il m'aura permis d'avoir les clés pour faire quelque chose avec tout ça.